Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le management et aujourd'hui on va faire un parallèle entre le management et l'éducation. Pardon d'avance pour la qualité du son qui sera pas terrible parce que je suis en week-end, je n'ai pas pris mes micros et je ne comptais pas faire de podcast, mais voilà, des fois c'est comme ça, il faut se laisser aussi porter par la spontanéité, je vous le dis assez, l'authenticité, etc. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est tout simplement de vous expliquer qu'il n'y a pas de mal en fait à comparer le management et l'éducation parce que souvent on est un peu empli de fausses modesties qui nous empêchent d'avancer. Et vous le savez, moi je suis là pour dégommer tout ce qui est pensée limitante, idées reçues qui nous freinent. C'est pour ça que j'inclus énormément de développement personnel dans tous les contenus que je peux vous partager. Et cette fausse modestie, en fait, elle ne nous aide pas parce que en n'acceptant pas qu'on est là pour apprendre aux autres sur certains points, et bien finalement, on ne va pas prendre la pleine responsabilité de les accompagner. Donc pourquoi c'est important de comprendre que le management et l'éducation, c'est vraiment lié. En fait, vous allez comprendre que on accompagne une équipe comme on éduque des enfants. C'est vraiment la même chose. Écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire des livres, en fait, accumuler du contenu, ça sera jamais suffisant pour évoluer. C'est un peu comme si tu me disais, oui, je veux perdre du poids, ou je veux me muscler, ou je veux gagner en endurance, ou en force, ou en souplesse. Tu pourras regarder 24 heures de vidéos d'affilée. Ça ne te fera rien gagner du tout, en fait. Tant que tu enfileras pas tes baskets, ou que tu t'inscriras pas à la salle de sport, ou que tu feras pas des séances, et que tu transpireras pas, et que tu souffriras pas, ça n'aura absolument aucun impact. Et en fait, ce que j'observe beaucoup dans mes consultations, et même dans les retours que vous me faites quand vous me dites « Ouais, tes podcasts, ils sont super, merci pour les conseils », c'est bien, mais en fait, il faut les appliquer. Il n'y a rien dans la vie qui donne des résultats juste quand on y pense, en fait. Faut vraiment lâcher cette idée que dans la vie, tout est facile et on va tout avoir juste en regardant des vidéos et en lisant des bouquins. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc à un moment donné, manager, c'est agir. Alors je sais que ça fait peur, c'est difficile, mais il faut pratiquer. Et pour pratiquer, en fait, il faut accepter quelque chose. Ça aussi, je te le dis tout le temps, on est vraiment, depuis tout petit, on est, matrixé par l'école dans l'idée que soit on est bon, soit on est mauvais, et que on a scindé, en fait, le bon et le mauvais, le acquis et le pas acquis, alors que finalement, c'est vraiment en pratiquant qu'on va s'améliorer. On n'a jamais vu quelqu'un monter sur un vélo une fois et savoir faire du vélo. On n'a jamais vu quelqu'un monter sur des rollers une fois et savoir faire du roller. On n'a jamais vu quelqu'un aller une fois à la salle de sport et être musclé ou faire attention à ce qu'il mange une journée et perdre 5 kilos. C'est absolument pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut oser en fait. À un moment donné, il faut sortir de son image de perfection. Il faut sortir de sa peur d'être jugé par soi-même, parce que le premier juge, c'est nous-mêmes. Ou par l'équipe, ou par ce que les gens vont en penser, peu importe qui, les familles ou que sais-je. Et il faut vraiment accepter en fait d'échouer, d'être nul, de bégayer, d'être mal à l'aise, de faire des bêtises. Et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, l'accompagnement que je vous transmets et tout le contenu que je vous transmets, c'est pour vous dire attention, red flag, faut pas faire ça comme ça. Pourquoi je le sais ? Parce que je l'ai fait. Je les ai faites les bêtises. Puisque moi, j'ai pas été accompagnée, ou un petit peu, mais vraiment très très peu. Tout ce que j'ai appris, c'est par l'expérience. Mais ça m'a pris 14 ans avant de retirer de l'essence. Donc l'idée, c'est vraiment de vous guider, mais tant que tu fais pas et tant que tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas. La communication, c'est pareil. Plus tu vas communiquer avec tes équipes, plus tu vas apprendre à dire les choses que tu veux plus, etc. C'est vrai que des fois, tu seras maladroite. C'est vrai que des fois, tu seras peut-être pas sympa. C'est vrai que des fois, tu n'auras pas les bonnes tournures de phrases. Mais tant que tu ne t'exerceras pas, tu ne pourras pas approfondir et affiner en fait cette compétence. Alors,
Les bases du management, pour reprendre rapidement, vraiment les bases de base, parce que je me dis que je fais plein d'articles parfois détaillés, mais j'ai l'impression que la base n'est pas acquise en fait, puisque vous revenez toujours avec les mêmes problématiques, alors que voilà, ça pourrait être réglé assez facilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager les tips vraiment. C'est même pas classique en fait, c'est vraiment la base de base, on va dire. Voilà. Même si vous n'êtes pas experte en communication, même si tout ça, il faut cette trame-là, c'est indispensable, c'est le premier step en fait, et on ne peut pas monter à l'échelon 10 sans monter le premier échelon. Donc, le tout premier objectif, déjà, c'est pourquoi tu veux savoir manager ? À quoi ça sert de manager ? Pourquoi je te rabats les oreilles avec le management alors que toi, tu te dis « Non, mais moi, je ne suis pas une manageuse, moi, je suis directrice de crèche. Moi, mon truc, c'est l'accompagnement des enfants. Moi, j'ai pas besoin de me former sur le management parce que moi, je suis EJE ou je suis infirmière. Le management, c'est pas mon travail. » Bah si, en fait, c'est ton travail. Pourquoi on veut manager ? Pourquoi on veut savoir manager ? Parce que en manageant ton équipe, ça va avoir un impact sur les enfants. Si tu as pris un poste à responsabilité, c'est certainement, comme 95% des personnes qui sont sur des postes à responsabilité en crèche ou ailleurs d'ailleurs, c'est tout simplement parce que peut-être tu étais sur le terrain auparavant et tu as remarqué en tous les cas que ce que tu disais ou tes idées n'étaient pas retenues, n'avaient aucun impact parce que tu n'avais pas de légitimité et tu n'avais aussi pas d'outils en fait pour, entre guillemets, alors entre très grosses guillemets, hein, mais bon, on va pas faire de chichi, imposer aux équipes des actions ou des changements de pratique ou des remises en question. Et tu t'es dit, ah bah tiens, si je suis directrice, et ben là, entre guillemets, elles seront obligées de m'écouter. Et ben non, en fait, c'est pas le poste, ni la fiche de poste, ni la place dans le bureau qui font qu'elles seront obligées de t'écouter. C'est le leadership que tu vas laisser émerger de toi. Donc, faut pas en avoir peur. Et c'est surtout l'énergie que tu vas mettre à les accompagner. Parce qu'en fait, c'est pas juste en leur disant faut faire comme ci, faut faire comme ça une fois par an que tu vas les faire avancer. Toi, ton travail, c'est vraiment de les guider. C'est vraiment ça. En fait, pourquoi tu es directrice de crèche ? C'est parce que tu as une vision qui est pointue. Tu ressens l'accompagnement des enfants beaucoup plus finement que la majorité de ton équipe. Pas que toute ton équipe, parce qu'il y a des filles qui sont sur le terrain. Moi, j'ai déjà vu des filles qui étaient sur le terrain et je me suis dit, punaise, elles seraient des super directrices. Parce qu'elles ont vraiment un regard aiguisé, elles ont une compréhension de l'enfant, elles ont une vision globale de l'organisation, toujours pour le bien-être de l'enfant. Donc c'est ça, en fait, ta spécificité. C'est vraiment que tu arrives à observer qu'est-ce qui fait une bonne crèche dans le détail. Qu'est-ce qui fait un accompagnement de l'enfant de super qualité. Et si ça, tu ne l'utilises pas pour driver ton équipe, c'est dommage parce qu'en fait, tu te tires une balle dans le pied, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vois les choses, tu as les outils en main, tu sais ce qu'il faut améliorer et tu restes là, tu ronges ton frein, tu t'agaces toute seule. Peut-être même ça te surcharge de charge mentale, ça te fatigue psychologiquement parce que en fait tu renies tes valeurs et tu vas contre ce que ton intuition sait qu'il faut faire. Donc c'est vraiment juste ça le travail, c'est d'arriver à capter ce que ton intuition te dit pour le retransmettre à l'équipe, les accompagner et pour que ça ait un vrai impact sur l'accueil des enfants. Donc voilà pourquoi c'est vraiment la même chose que l'éducation et que, oui, il faut accepter que, bien sûr qu'il y a des choses que tu vois mieux que ton équipe, bien sûr que tu as des compétences en plus, et voilà, il n'y a pas à être mal à l'aise avec ça. À un moment donné, c'est logique que les gens qui sont au-dessus de nous, ils ont des compétences qui sont plus grandes ou plus approfondies ou plus diversifiées. Si déjà t'es mal à l'aise avec ce concept, travaille ton syndrome de l'imposteur parce que tu pourras pas avancer en fait. C'est vraiment très très lié. C'est comme si tu voulais éduquer ton enfant mais que tu te dis « Ah moi je sais pas mieux que lui la vie. Ah moi je sais pas mieux que lui ce qui est dangereux. Ah moi je sais pas mieux que lui les bonnes habitudes à avoir. » Bah si, toi tu sais qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour. Toi tu sais qu'il faut pas se nourrir de bonbons et qu'on peut pas passer sa journée devant la télé et que il faut se doucher tous les jours.
et que mettre les doigts dans la prise, c'est dangereux, toucher au four, c'est dangereux. Donc si, tu sais plus de choses que lui. Parce que tu as une expérience de la vie qui est plus grande, et lui, il va t'apporter des choses. Évidemment, tu sais pas tout mieux que lui. Mais ce que tu sais mieux que lui, bah, tu es là pour lui apporter. Bah, c'est exactement pareil avec le management. C'est pas de se dire, ouais, moi je suis la meilleure, elles sont nulles, elles valent rien. Pas du tout. Pas du tout. C'est simplement de se dire, c'est un échange. Mais par contre, ce que moi, je connais de plus, je suis là pour leur transmettre. C'est mon travail de leur transmettre. Si je leur transmets pas ça, mais je suis pas directrice en fait. C'est quoi? C'est juste occuper une place derrière le bureau? Bah, on peut mettre un singe alors à la place. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant, hein, c'est de l'humour. Hein. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment dans ta posture, dans ce que tu vas apporter. Donc, c'est pour ça que c'est très important déjà, la base de la base, c'est de reconnaître que oui, tu as des compétences en plus. Tu as des connaissances en plus. Tu as un savoir-faire en plus et un savoir-être en plus. Sinon, eh ben, on t'aurait pas recruté à ce poste. Ou sinon, eh ben, tu n'aurais jamais été au bout du process de ouvrir ta structure. C'est clair, net et précis. C'est simplement de la... Comment on dit de la sélection naturelle. Voilà. Donc, si tu es à cette place-là, c'est que forcément, tes recruteurs, ils sont pas débiles. Et eux, ils ont su percevoir quelque chose que peut-être toi, tu n'as pas perçu, que tu n'as pas encore su révéler chez toi, mais qui est présent et qu'il faut utiliser. Donc tout ça pour te dire que la base des bases, c'est déjà d'avoir une vision claire avec des objectifs clairs. Le premier jour où tu as mis un pied dans cette crèche, ou bien quand tu avais ce projet de monter ta structure, tu savais exactement ce que tu voulais. Tu savais exactement où tu voulais amener ton équipe, tu savais exactement le type d'accompagnement que tu voulais offrir aux enfants, tu savais exactement si tu voulais, par exemple, inclure beaucoup les familles dans le projet de la crèche, ou pas, si tu voulais des projets intergénérationnels, si tu voulais que ce soit très tourné vers l'extérieur, si tu voulais que ce soit respectueux de l'environnement, si tu voulais que ce soit à fond motricité libre ou Montessori ou ce que tu veux. Mais en tout cas, tu peux pas me dire que t'es arrivé comme ça et que t'as juste pris ta place et que voilà, t'avais pas une idée précise de ce que tu voulais, c'est absolument pas possible. Donc première chose, tu prends une feuille, tu prends un stylo et même des feutres, c'est encore mieux. On met un peu de couleur, un peu de peps, un peu de vie et tu notes absolument tout ce que tu as en tête et qui sont tes objectifs pour ta crèche. Sois précise. Tout ça, tu le retrouveras, bon, bien sûr, de façon plus approfondie dans la formation qui va bientôt sortir sur mener une réunion efficace. Mais peu importe, au moins là déjà, tu auras des tips concrets à mettre en pratique puisque bah, je vais te le répéter et te le répéter et te le répéter tout au long du podcast. Si juste tu m'écoutes et tu me dis ouais tes conseils ils sont super mais que lundi tu retournes à la crèche et que tu fais rien, bah, il n'y aura rien qui changera. Et même pire, parce que c'est comme ça qu'on perd des super éléments et qui se disent ouais c'est pas pour moi les postes à responsabilité, laisse tomber, je vais me réorienter ou je vais partir dans un autre domaine ou j'abandonne la petite enfance. Alors que c'est tellement dommage. En fait, on voit jamais un enfant qui apprend à marcher, il tombe 3 fois, on lui dit hey, tu sais quoi, la marche, laisse tomber, c'est pas pour toi. Abandonne tout de suite. Non, c'est simplement des compétences à acquérir. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des super professionnels qui sont investis, qui ont une bonne vision de l'accompagnement bienveillant de l'enfant, qui ont une super intuition du ressenti de l'enfant. Bah, ces professionnels-là, on les perd juste parce que elles ont toujours pas capté que bah, si tu es manageuse et que apprends à manager et tu verras que tu arriveras à mener ta crèche où tu veux et bah, là après bah, tu profites en fait tout simplement. Donc voilà, tout simplement avoir une vision claire de tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que les enfants ils sortent 3 fois par semaine? Bah t'écris 3 sorties par semaine. Est-ce que tu veux que l'accompagnement de l'équipe soit plus bienveillant? Ok, sur quel moment? Sur les siestes, sur les repas, sur l'accompagnement des émotions, sur, je sais pas, là, il n'y a que ça qui me vient. Est-ce que tu veux qu'il y ait plus d'activités dirigées ou au contraire, plus de jeux libres? Comment le jeu libre, par exemple, il y a plein de façons de le proposer. Ça peut être de mélanger des univers, ça peut être de sortir des choses à l'extérieur, ça peut être de faire plus de manipulation, de sensoriel du coup, des choses comme ça. Il faut vraiment, même avec les familles, bah, je voudrais faire un événement par mois avec les familles, un événement tous les 2 mois avec les familles,
je voudrais mettre en place plus de formations pour mon équipe. Ok, comment? Avec des intervenants ou via des journées pédas, peu importe. Mais en tous les cas, la première chose, et tu verras que ça te déchargera énormément de ta charge mentale, c'est déjà de clarifier les choses. Parce que tant qu'on pense qu'on a un problème mais qu'on ne veut pas vraiment l'identifier et qu'on fait l'autruche, le problème il est toujours là et comme on ne veut pas le solutionner, on se sent mal en fait parce qu'on n'est pas dans l'action. Il y a une partie de nous qui sait très bien ce qui ne va pas et il y a une partie de nous qui fait semblant de ne pas voir. Et ces deux parties, elles rentrent en conflit et c'est ça qui fait que petit à petit, on va se sentir de moins en moins bien dans son travail, de moins en moins aligné avec ce qu'on fait au quotidien, nos actions. Et l'écart va se creuser entre la crèche qu'on voudrait créer, entre guillemets, qu'on voudrait, vers laquelle on souhaiterait aller, et la crèche comme elle est aujourd'hui. Donc voilà, des objectifs clairs déjà, c'est la base. Une fois que tu as ta fiche avec tous tes objectifs clairs, déjà tu mets pause sur le podcast, t'inquiète pas, il ne va pas s'envoler, tu mets pause, tu prends le temps de faire ça. Là vraiment, l'idée, c'est pas juste de tout écouter et à la fin dire « Oh, c'était super les conseils d'Émilie, ça va bien m'aider. » Non, tu mets pause, tu fais cet exercice, tu prends le temps, même s'il faut que tu écoutes la suite demain, après-demain, c'est pas grave, on a le temps. Mais progresser, ça prend du temps. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas d'avancer lentement, en fait, tu n'avances pas. Donc, une fois que tu as ta feuille avec tous tes objectifs qui sont bien clarifiés et précis, il va falloir que tu comprennes que, encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps parce que tu ne pourras pas tout travailler en même temps. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas disperser ton énergie. Tu ne peux pas et en même temps organiser 25 projets et en même temps lancer une remise en question poussée de tes pros pour les aider à changer de pratique et en même temps revoir toute l'organisation de ta crèche et en même temps revoir les horaires et les fiches de poste, c'est pas possible. Tu vas t'épuiser et en plus tu vas épuiser tes professionnels parce qu'elles vont se sentir harcelées, ça va être beaucoup trop d'un coup et il faut respecter aussi leur step en fait et après chaque changement il faut consolider un petit temps et une fois que c'est consolidé et que tout le monde se sent à l'aise, on passe au step 2 et on inclut un nouveau changement et on consolide, etc. etc. C'est un peu comme quand tu montes un escalier, tu peux pas monter, comment t'expliquer, tu peux pas ne pas avoir posé le pied sur la première marche et prendre de l'élan pour monter sur la deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de consolider pour pouvoir monter en fait les marches. C'est exactement la même chose. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir un objectif à travailler et ça, ce sera vraiment ton focus. Et tant que tu n'auras pas atteint le niveau qui te semble satisfaisant, tu t'en fiches du reste. Tu sais, tu as le temps, tu vas rester à ce poste un moment, surtout si tu évolues bien et que tu te sens en confiance et que tu rentres dans un cercle vertueux et que tu fais rentrer ton équipe dans un cercle vertueux aussi, tu verras qu'en fait, ta crèche, tu vas mettre peut-être 2 ans à la booster au niveau auquel tu veux. Donc, on n'est pas pressé en fait. C'est pas une course. L'idée, c'est déjà que tu puisses ressentir ce sentiment de réussite sur un seul objectif. Quand tu auras ressenti ça sur un seul objectif, que tu comprendras que ça marche, ce sera facile, tu n'auras plus qu'à dupliquer et appliquer avec les autres objectifs. Donc c'est quoi l'objectif urgent de ta crèche en ce moment? C'est quoi le truc qui t'hérisse le plus souvent les poils quand tu vois des choses ou quand tu vois cette organisation ou peu importe quoi, mais il y a un truc que vraiment c'est urgent pour toi, ça te met dans le malaise en fait quand tu vois cette pratique se répéter ou quand tu vois ce manque d'organisation et les impacts que ça a, focalise-toi sur ça et ce sera ça ton objectif. Ça veut dire que tes réunions, elles vont tourner autour de ça à chaque fois, tes entretiens individuels, ils vont tourner autour de ça à chaque fois, et pour l'instant, sur le reste, à moins que ce soit vraiment grave, parce que ça peut arriver qu'à côté, il y ait de temps en temps des choses graves, mais si c'est pas grave, le reste, tu lâches ton équipe avec et tu lâches ton cerveau avec. Tu feras les choses step by step. Donc focalise-toi sur cet objectif. Comment on travaille un objectif et comment on l'atteint? Déjà, ça, je te le dis tout le temps. Pour moi, une directrice qui vient me voir en consultation et qui me dit je fais une réunion tous les 3 mois ou je fais 2 réunions par an
et ça avance pas ma crèche, bah ça sert à rien. Parce que en fait, si tu mets pas les moyens, bah t'avanceras pas. C'est un peu comme si tu me disais, ouais, bah là je fais attention à ce que je mange, hein. Tous les samedis je mange que des légumes et je vais à la salle à peu près 2 fois par mois. Ok, bah je peux te dire un truc, c'est que dans 10 ans tu seras toujours au même stade, il y aura rien qui aura changé. Bah les réunions c'est pareil. Les réunions c'est un travail de fond. Si tu fais une réunion tous les 6 mois, ça sert absolument à rien. Et si tu fais une réunion tous les 3 mois, c'est pareil. Si là tu reprends un poste ou si tu veux vraiment reprendre les choses en main, même si tu étais déjà en poste, c'est une réunion par mois. C'est comme ça en fait. C'est comme ça que tu vas avancer, c'est comme ça que tu vas booster ton équipe. Ton équipe, elle a besoin de motivation, elle a besoin de se sentir soutenue, elle a besoin que tu lui apportes des supports, des apports pour évoluer et elle a besoin de te faire confiance. Si tu n'es pas à fond derrière elle et que tu les aides pas vraiment à évoluer, bah en fait, elles perdent confiance en toi parce qu'elles ne voient pas trop l'intérêt de ton poste. Et effectivement, c'est là qu'il peut se passer des situations dans lesquelles vous êtes un peu en concurrence, où il y a de la jalousie parce que, bah, au final, elle est bien payée, mais pour faire quoi, quoi? Parce que bah, nous, on ne voit pas trop le fruit de son travail. Alors que si tu es vraiment là en soutien pour elle, si vraiment, comme un enfant en fait, un enfant, je veux dire, dans tout, tu vas lui expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça, comment on fait mieux les choses. Si tu lui dis juste non, on fait pas comme ça, par exemple, s'il mange et qu'il s'en met partout, s'il mange et qu'il fait tomber la nourriture, s'il se sert un verre d'eau et qu'il verse à côté et que tu lui dis juste non, on fait pas comme ça, bah tu lui apprends pas à faire mieux. Donc l'idée, ou même par exemple si on reprend l'exemple du vélo, si tu vois que il essaye de faire comme une draisienne en fait sur son vélo sans poser les pieds sur les pédales et que tu lui dis juste non, c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est comment qu'on fait en fait. C'est comment? Bah, il faut poser les pieds sur les pédales, il faut pousser, il faut nana, il faut nana. Bah, c'est exactement pareil avec ton équipe. Si tu te contentes de leur dire ah bah c'est pas bien comment vous faites, c'est pas bien comment vous accompagnez les enfants, c'est pas comme ça qu'on fait, tu les aides pas et du coup t'es pas dans ton rôle de leaduse. Une leaduse en fait ou un leader, il transmet ses connaissances et il trouve un moyen. Il est pédagogue en fait. Donc c'est à toi de trouver le moyen. Alors chaque profil est différent. Mais en réunion, bah, tu vas trouver des supports, tu vas trouver des informations, la façon dont tu vas communiquer les informations, bah, tu sais que ça va, elle va plus entendre quand ça va être dit comme ça, elle va plus être réceptive quand je fais comme ça, ou en passant par une vidéo, ou en posant des questions, ou en faisant des mises en situation, ou ce genre de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur, ok, c'est pas comme ça qu'on fait, donc ça, c'est la phase qui est pas sympa. Par contre, bah, je vous donne les clés, c'est comme ça qu'on fait. Ou alors on peut faire comme ça, ou alors on peut faire comme ça. Et vous, comment vous pensez que vous pourrez faire? Et ne pas hésiter à poser des questions ouvertes parce que bah, elles aussi, elles ont des idées, elles sont pleines de créativité et elles ont envie d'évoluer en fait. Les professionnels qui n'ont pas envie d'évoluer, c'est des professionnels qui sont dans l'échec. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, bah, si on les remet dans un cercle vertueux, bah, elles vont avoir envie d'évoluer. Alors, un cercle vertueux, ça veut dire pas forcément dans notre crèche, parce que parfois, ça peut être des leaders, et du coup, bah, va falloir les réorienter sur des postes de direction, donc bah, forcément pas dans notre crèche, si on est directrice. Mais voilà, va falloir leur faire prendre conscience de leur potentiel pour leur dire, bah, il va falloir que tu voles de tes propres ailes et que tu postules sur un autre poste. Donc, on peut les accompagner sur le développement de ces compétences-là. En tout cas, en tous les cas, premier cas, c'est que, voilà, elles ont... elles se sentent en échec parce qu'elles ne développent pas leur plein potentiel et elles se sentent frustrées. Deuxième cas, c'est plus compliqué, ça va être que en fait, leur situation personnelle ne leur permet pas d'être complètement disponible psychologiquement pour les missions qu'on leur confie. Là, c'est un autre type d'accompagnement, mais tout ça, ça s'accompagne. En tous les cas, c'est obligé d'être derrière ces équipes, derrière ces professionnels, pour leur montrer le bon chemin et pour les guider et qu'elles soient dans la réussite. C'est comme, il faut vraiment avoir en tête, comme un enfant, quand il fait mal une chose et qu'on le reprend et qu'on lui dit fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça, et qu'après on lui dit bah voilà, là c'est bien, bah là on lui a appris quelque chose, là on lui a apporté une plus-value, là on lui a donné un apprentissage et maintenant il saura comment faire. Mais tant qu'on lui dit juste non, c'est pas comme ça qu'on fait, bah on peut pas en fait se plaindre qu'il continue de faire mal les choses parce que il va continuer de tester une autre façon, mais on ne lui a toujours pas dit c'est laquelle la bonne façon.
Donc c'est vraiment important de comprendre que les réunions, c'est ça en fait. C'est de la transmission d'informations, c'est comme des mini-formations en fait, pour les aider à évoluer. Si ton objectif principal, c'est je veux que mes professionnels accompagnent de façon plus bienveillante les repas, ok, qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition pour les aider à comprendre différemment les repas? J'ai les apports nutritionnels d'un enfant sur une journée, ou sur une semaine, ou sur un mois. Les courbes de croissance des enfants. Le système de digestion qui explique que non, on n'a pas besoin de manger entrée, puis plat, puis fromage, puis dessert pour que ce soit bien digéré. Mais que même si on le fait dans le désordre, la digestion de l'enfant, elle ne sera pas impactée. Ça peut être les gabarits des enfants. Il y a des enfants qui mangent beaucoup, il y a des enfants qui mangent moins. Donc il y a plein d'approches différentes, plein d'outils en fait différents, et en fait chaque clé va ouvrir et déverrouiller quelque chose chez une professionnelle. Donc toi, il faut que tu trouves quelle clé pour quel professionnel. Mais les réunions, c'est ça en fait. C'est pas juste parler et passer 1 heure ou 1 heure et demie. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, les filles, elles aient pris conscience de certaines choses et que ça change les pratiques concrètement en fait. Donc, le premier point, en tous les cas, du management qui marche, c'est une réunion par mois. C'est obligatoire. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie, une réunion par mois, mais au moins la première année, ou on va dire les 18 premiers mois, de toute façon, tu vas le sentir au bout d'un moment, ça aura tellement évolué dans ta crèche qu'il n'y aura plus besoin. Même les filles, elles n'auront plus besoin d'une réunion par mois, elles vont te le dire. Mais tant qu'il y a beaucoup de choses à revoir, si tu veux avancer, il faut une réunion par mois. Les réunions, c'est bien, on est en collectif, ça amène une réflexion commune, on peut prendre des décisions globales et harmoniser les pratiques, c'est top. Mais il ne faut pas oublier qu'une équipe, c'est composé de plusieurs professionnels, plusieurs profils avec plusieurs identités propres. Et c'est pour ça que les entretiens individuels, oui, je sais, tu détestes ça, mais pourtant, c'est vraiment indispensable. Et c'est pareil, si tu fais que des réunions et pas d'entretien individuel, tu n'avanceras pas. Parce qu'en fait, il y a des filles qui vont faire des blocages personnels sur un point ou un autre pour X raisons, par rapport à leur éducation, parce qu'on leur a appris ça en formation, parce que leur première crèche où elles ont été formées, c'est comme ça qu'on faisait, ou parce qu'on a toujours fait comme ça, ou pour 1000 raisons qui leur appartiennent, et que tu ne pourras pas déverrouiller en groupe. Et ça demande un travail individuel. C'est pour ça que les entretiens individuels, c'est très important. Alors, on a toujours l'impression que l'entretien individuel, ça fait peur. Oui, mais comment je vais le présenter à mes équipes? Elles vont se sentir un peu punies ou convoquées au bureau de la directrice. Mais c'est un moment d'échange, en fait. C'est un moment de partage. Et c'est un moment surtout où tu vas pouvoir leur fixer des objectifs personnalisés. Donc, un moment aussi où elles vont pouvoir davantage se confier. Et surtout, en fait, tu leur dédies du temps personnel. Tu vois, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles le prennent mal. Au contraire, tu prends du temps pour uniquement t'occuper de cette personne pendant une demi-heure, par exemple. C'est valorisant. Tu la prends en compte. Tu vois, tu es prête à l'écouter, tu es prête à lui accorder du temps. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, de craindre ce moment-là, parce que c'est un moment d'échange, en fait. Et comme je te dis toujours, il ne faut pas chercher à se mettre dans un costume de manager. C'est toi le manager. C'est toi en fait. C'est ta façon d'être. C'est simplement qu'il y a des petits verrous à faire sauter pour que tu puisses être meilleur et que tu saches dire les choses qu'il faut dire tout simplement. Mais en dehors de ça, quand tu les reçois en entretien individuel, tu leur parles normalement en fait, comme là je te parle ou comme tu parlerais à ta sœur ou à ta meilleure copine, ou j'en sais rien, à ta maman, je sais pas, tu vois, mais en tous les cas, vraiment d'avoir un échange normal. C'est-à-dire qu'on vient pas mettre un faux self, on vient pas mettre un costume, on se dit pas, il faut que je sois comme ci, comme ça. Non, sois comme tu es et dis ce que tu penses et avance dans l'échange avec cette pro et essaye de comprendre pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Essaye de voir avec elle comment tu peux amener une remise en question pour changer les pratiques sur tel point précis. L'entretien individuel, c'est pareil, si tu es vraiment en reprise en main de ton équipe ou si tu viens d'arriver sur ton poste,
Moi, je te conseille, on va dire tous les 2 mois pour que ce soit pas trop lourd. Ça dépend de la taille de ton équipe. Après, si tu as une équipe de 10 professionnels ou 50 professionnels ou 4 professionnels, bah, ça prend pas le même temps. Donc forcément, peut-être si tu as 4 pros, une fois par mois, c'est bien. Ça te prend pas énormément de temps, ça te fait 2 heures. Bon, si tu as 20 pros, une fois tous les 2 mois, c'est pas mal déjà. Hein. Parce que forcément, si tu as 20 pros, ça veut dire que ça te prend minimum 10 heures par mois. C'est un peu compliqué. Donc si tu échelonnes sur 2 mois, ça te fait 5 heures par mois. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai. Et on a beaucoup de missions quand on est directrice de crèche. Mais en vérité, les papiers, l'administratif, tout ça, toutes les missions qu'on se comment dire, sur lesquels on se sent hyper investi, hyper responsable et tout, c'est pas l'essentiel. L'essentiel de notre métier, c'est d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Et dans de bonnes conditions, ça veut dire avec une équipe qui est empathique, qui est bienveillante, qui a des pratiques harmonisées, une organisation qui roule, des tâches qui sont réparties équitablement entre tout le monde. Et après, quand tout ça, ça roule, des projets, des activités, tout ce que tu veux. Mais la base de base de base de base, c'est déjà d'avoir un bon accompagnement qui respecte les besoins et le rythme des enfants. Déjà, ça, c'est la base. Parce que maintenant, on est dans une mode où je vois beaucoup de directrices de crèche. Ouais, j'aimerais passer mes filles en planning 4 jours semaine, tout ça. Alors, c'est bien de vouloir absolument offrir des super conditions de travail. Mais en fait, à la base, une crèche, c'est pas une fête pour les professionnels. C'est un travail. Et notre travail, c'est les enfants. Donc, si on peut faire les deux, si le travail il peut être super bien fait, les enfants ils peuvent être hyper bien accueillis, et qu'en plus, on peut leur offrir des meilleures conditions de travail, moi je dis oui. Mais on n'est pas là pour faire plaisir aux professionnels. On est là pour accueillir correctement les enfants. Donc déjà, qu'elles fassent leur travail. Après, on verra les plannings de 4 jours par semaine. Parce que ça peut vite tomber dans un chantage, en fait. Oui, on n'est pas bien, donc on fait du mauvais travail. D'accord, vous allez travailler que 4 jours par semaine alors. D'accord, alors on va revoir les plannings alors. D'accord, comme vous aimez pas trop accueillir les enfants malades, alors maintenant on va sévir et puis on va changer le règlement et puis les enfants malades on les accueillera plus trop. Non, c'est pas comme ça. C'est déjà fais correctement ton travail, fais-le bien, mets les enfants bien à la crèche. Après, on verra pour que tes conditions de travail elles soient améliorées. Mais c'est pas l'un après l'autre, c'est pas possible. Parce que il faut revenir quand même sur l'essence de notre métier. L'essence de notre métier, c'est ça en fait, c'est d'accueillir les enfants. C'est pas d'accueillir les professionnels. Les professionnels, c'est elles qui ont décidé, adultes, de venir travailler ici. Si les conditions qu'on leur propose, ça leur convient pas, il y a plein d'autres crèches et il y aura plein d'autres profils qui seront très contentes de travailler avec les conditions que tu proposes. Tu vois la nuance. Encore une fois, je nuance parce que souvent ça peut être interprété. Je ne dis pas qu'il faut être une méchante manager. Je pense que tu as bien compris que ma posture, elle est totalement l'inverse. Parce que vraiment, je le martèle à chaque podcast, à chaque article, à chaque... tous les contenus que je peux transmettre, même en consultation, etc. On est là pour être des bonnes personnes. Par contre, on n'est pas là pour se laisser écraser et on n'est pas là non plus pour laisser le lead à une équipe ou à un professionnel ou une professionnelle qui déjà ne fait pas très bien son travail et en plus, nous, on va lui offrir plein d'avantages. Non, ça ne marche pas comme ça. L'avantage qu'on leur offre déjà, c'est leur salaire. Déjà. Donc déjà, la part donnant, elle est remplie. Donc, la base, c'est vraiment les enfants. Après, si tu es dans une crèche où tout roule, où tout est parfait, où les enfants sont super bien accueillis, vous faites des super projets, les parents sont inclus, l'organisation, elle roule, tout va bien. C'est top. Bon, je pense que si c'est le cas, t'écoutes pas mes podcasts. Mais bon, on ne sait jamais si tu t'es perdu. Oui, bien sûr, travaille sur les conditions de travail de tes pros. Au contraire, il faut les valoriser. Mais c'est pas, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, ça reste les enfants. Donc, une réunion par mois, un entretien individuel tous les mois, tous les 2 mois, selon la taille de ton équipe, etc. Et surtout, pendant ces entretiens individuels, pendant ces réunions, il va falloir oser dire les choses et apprendre comment les dire. Il n'y a pas 36 façons. La communication, comme je te disais, c'est vraiment en la pratiquant que tu vas l'affiner.
Donc, il faut accepter qu'au début, tu vas bégayer, tu vas être mal à l'aise, tu vas rougir, tu vas trembler, parce que tu sors de ta zone de confort, en fait, tout simplement. Parce que tu n'as pas l'habitude d'oser dire là, je suis pas d'accord avec ce que vous faites, là, j'aime pas du tout ce que je viens de voir. Il y a des choses, en fait, tu sais, si l'humain, il a plusieurs variations de langage et de voix, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire en disant c'est pas super là, hein. Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas très graves, on peut le faire passer sur le ton de l'humour, ça amène quand même une petite prise de conscience, etc. Et puis, il y a des choses qui sont un peu plus importantes, et là, ça mérite d'être plus formel, un peu moins rigolo, parce que c'est important que la professionnelle elle comprenne que là, on rigole plus, en fait. Donc, ça ne veut pas dire crier, être, comment dire, méchante, c'est pas ça. Mais simplement sortir en fait de son rôle de je suis gentille, donc je dois dire les choses gentiment. Ça, j'en ai parlé dans le précédent podcast, Manager avec authenticité, où je t'ai expliqué que il faut que tu apprennes à travailler toute la palette de ta personnalité et tout simplement à l'adapter à qui tu as en face. Donc ça veut dire que si en face tu as quelqu'un qui se remet très facilement en question, t'as pas besoin en fait d'être plus virulente ou d'être plus ferme ou d'être moins sympathique. Mais par contre, si tu es face à une tête dure, quand tu lui dis les choses gentiment, elle s'en fiche et elle te dit oui, 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 mais elle change pas, et là, forcément, tu dois t'adapter. Parce que si tu es tout le temps gentil, ça n'a pas d'impact en fait. C'est vraiment comme avec les enfants. On a vendu le concept de parentalité bienveillante, genre oui, il faut jamais crier, il faut jamais ci, il faut jamais ça. Non, moi je crois pas. Moi je pense qu'il faut être authentique et qu'il y a des situations qui nécessitent un volume plus important, donc une parole différente que d'autres actions. Des choses vraiment qui sont graves ou qui vont à l'encontre des valeurs qu'on veut inculquer aux enfants. Je sais pas, moi, un enfant qui est... je parle pas des enfants en crèche, là je parle de toi en tant que maman, par exemple, sur des enfants plus grands, qui ont bien compris les normes sociales et qui les ont bien... Ça y est, tu vois, ils ont 8-9 ans, ils ont très bien compris ce que c'est que d'être respectueux ou pas. C'est pas comme les tout petits qui construisent leur personnalité, qui testent et qui ne savent pas. Un enfant de 8-9 ans qui est encore agressif ou qui tape ou qui des choses comme ça, je suis désolée, on va pas le reprendre à chaque fois en lui disant « C'est pas bien, mon chéri. Tu sais que ça fait bobo. » Non, là, je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on éduque. Il faut savoir s'adapter. Et au bout d'un moment, lui dire mais qu'est-ce que t'as pas compris, en fait ? Depuis que t'as 2 ans et demi, je te dis que taper, c'est mal. Là, tu viens de taper encore. Est-ce que je te tape, moi, quand quelque chose ne va pas ? Non. Bon, alors tu arrêtes ça tout de suite. Il n'y a pas de prochaine fois, il n'y a pas de « il m'a énervé, elle m'a énervé ». C'est niette. C'est non, c'est niette. Et bien sûr, après, voilà, je ne sais pas quelle punition vous faites chez vous, mais voilà, faut qu'il y ait quelque chose. Bon, en tous les cas, cette variation dans le langage de l'humain, elle est indispensable. On ne peut pas que s'exprimer en mode chamallow. C'est pas possible. Et ça, c'est vraiment un boulot dont les directrices de crèche, et particulièrement les femmes, on doit absolument se sortir de cette éducation qu'on a reçue, qui nous a bercé d'illusions en nous faisant croire que pour être quelqu'un de bien, il faut être gentil, il faut pas faire de vagues, il faut surtout pas trop dire ce qu'on pense, parce que sinon on est taxé d'agressive ou de comment ils nous disent à l'école, quand on répond aux professeurs ou des choses comme ça, ils nous disent insolent, voilà exactement, là on est taxé d'insolente. Il faut vraiment sortir de cette dualité. Au bout d'un moment, il y a plein de choses dans le monde qui ne se seraient pas faites juste en disant pardon s'il vous plaît, merci. Non, c'est pas possible. Et en management, c'est pareil. Selon le profil en face duquel tu es, tu dois vraiment apprendre à dire les choses. Et parfois, ça sera maladroit parce que tes émotions vont prendre le dessus, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est la première fois. Après, petit à petit, quand tu vas te familiariser avec le fait de oser dire les choses, tu seras plus submergé d'émotions et tu verras que ça se passera très bien, en fait. Mais tu peux pas attendre de ton équipe qu'elle change
si tu dis rien, en fait. Elles sont pas dans ta tête, elles sont pas devin. Et si elles le font, c'est que pour elles, c'est juste et justifié. Donc si tu leur dis pas, bah tu peux pas leur en vouloir et tu peux même pas t'étonner que rien ne bouge à la crèche. C'est comme si tu laissais des enfants dans une pièce avec des pinceaux, de la peinture, des feutres, ils commencent à peindre les murs, ils commencent à gribouiller sur les murs, etc. Bah, si tu leur dis pas non, c'est sur la feuille, bah, ne t'étonne pas que ça ne change pas en fait. C'est juste logique, tu comprends? Il faut pouvoir poser un cadre en fait, tout simplement, poser des barrières pour dire bah ça c'est possible et ça c'est pas possible, ça se fait dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, et ça se fait dans ces conditions-là. Bah, avec tes professionnels, c'est pareil. C'est vraiment trouver des solutions alternatives avec elles, pas leur imposer, pas être dans quelque chose de descendant, c'est moi qui te dis comment faire, c'est moi qui te dis tu dois faire comme ci, comme ça, mais plutôt dans un échange ou une discussion de dire ok, bon, alors moi ce que j'ai remarqué c'est que par exemple tel enfant qui a un petit appétit, bon bah souvent quand même vous insistez lourdement pour qu'il mange, quoi. C'est dommage parce que ça fait que le repas se finit en crise, ça fait que finalement vous êtes agacé, lui aussi, il veut parfois même pas manger son dessert parce qu'il s'est mis dans un état pas possible. C'est agréable pour personne, vous ne trouvez pas? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous qu'il mange toute sa purée ou la moitié de sa purée? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait qu'il ne mange que son yaourt ou que son bout de pain? Dites-moi tout. Et hop, et on cherche, on creuse ensemble. Ben, j'ai peur que les parents ils disent que on les nourrit pas assez. J'ai peur parce que je sais pas, parce que peut-être que c'est une personne qui a un grand appétit et qui projette ça sur les enfants. Alors ben là, le travail, ça va être de lui montrer que il y a des gens avec plein d'appétits différents. Vous le voyez quand vous déjeunez avec vos collègues en salle de pause. Il y en a, elles mangent 3 cuillères de riz, elles sont calées. Et puis, bah, il y en a qui mangent deux Tupperware et elles ont encore faim. Bah, chez les enfants, c'est pareil. Et il faut laisser ce côté de satiété naturelle euh, bah, comment dire, s'exprimer. Parce que chacun a son niveau, en fait, personnel, adapté et qui est parfait pour lui. Ou alors, peut-être qu'elle va dire, voilà, j'ai peur que les parents ne soient pas contents au moment des transmissions si je leur dis qu'il a mangé que le dessert. Ok, bah dans ce cas-là, on va faire un travail avec les parents. Je vais recevoir les parents. Ou alors, aux transmissions, je serai présente pour leur expliquer. Gna 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 gna. Mais il faut vraiment venir creuser et déverrouiller. Donc, on n'est pas là en mode punition, on n'est pas là en mode jugement. On est là en mode explique-moi, je suis ouverte, je veux comprendre. Parce que si tu fais ça, il y a une raison. Il y a toujours une raison. L'humain, il fait jamais rien sans raison. Donc, si tu forces les enfants à manger ou si tu cries quand, je sais pas moi, ils veulent pas dormir, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Dis-moi concrètement avec tes mots à toi. Est-ce que c'est parce que peut-être que, je sais pas moi, pour toi, l'heure c'est l'heure, c'est important que les enfants ils dorment? Ou alors c'est parce que toi t'en peux plus, t'as besoin d'une pause et que du coup t'es pressé qu'ils s'endorment? Ou est-ce que c'est parce que c'est toujours le même qui t'enquiquine et qui réveille tout le dortoir? Il y a toujours une raison. Et dans ce cas-là, en fonction de la raison, bah, nous on va essayer d'amener la professionnelle à trouver des solutions par elle-même en posant des questions ouvertes. Ok, je comprends. Donc du coup, en fait, vous forcez l'enfant à manger parce que, alors on va pas dire forcer parce que ça a une connotation très négative, mais on va plutôt tourner la phrase différemment. Par exemple, on pourrait dire, ok, je comprends. Donc du coup, pour vous, c'est important que l'enfant il mange un minimum parce que vous avez peur qu'il ne grandisse pas correctement ou qu'il ait des carences. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Mais vous savez que l'équilibre alimentaire d'un enfant, ça ne se fait pas sur un repas. Et vous savez aussi qu'il a des pics de croissance sur lesquels il va manger plus et après, il va revenir à une satiété moindre. Donc finalement, de s'arrêter sur seulement un repas, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir estimer d'une alimentation équilibrée d'un enfant. Un enfant, il va pas se laisser mourir de faim. Ça, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue et c'est vrai. Qui dans sa crèche a déjà vu un enfant se laisser mourir de faim? Même dans des cas extrêmes, moi je travaillais en foyer par exemple, j'ai jamais vu d'enfants. Il y en a, je ne dis pas que ça n'existe pas.
des enfants vraiment anorexiques ou qui refusent absolument de se nourrir. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ça reste des cas quand même extrêmement rares et qu'on ne peut pas utiliser ce prétexte à chaque fois qu'ils refusent 3 cuillères de purée. Donc voilà, on va venir en fait dénouer, et c'est là où la communication est très importante, parce que tu vois, je t'ai dit, on ne va pas utiliser le mot forcer devant la professionnelle, parce qu'elle peut se sentir offusquée en fait. Elle peut se dire, ça peut la renvoyer au fait que, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire que je suis maltraitante. Alors, on va tourner la phrase différemment. C'est pour ça que la communication et le choix des mots, c'est vraiment primordial. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup dans mes consultations, c'est vraiment... qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, non, pas ce mot-là, plutôt celui-là, parce que ce mot-là, ça renvoie à ça. Donc là, par exemple, tu peux dire, mais qu'est-ce qui vous embête vraiment dans le fait qu'un enfant ne finisse pas sa purée, par exemple? Qu'est-ce qui vous embête vraiment dans le fait qu'un enfant mange son yaourt en premier? Oui, mais parce que sinon, il ne va pas manger de purée après. D'accord. Mais dans le yaourt, il y a aussi des nutriments, il y a aussi du calcium. Donc même si cette fois-là, il ne va pas avoir les vitamines de la purée, mais il va avoir les vitamines du fruit, par exemple, ou de la compote, ou du yaourt. Donc c'est pas très grave en soi qu'il mange que le yaourt. Oui, mais c'est du sucre, oui, mais c'est du sucre, mais de toute façon, il l'aurait eu dans le repas, même s'il avait mangé la purée avec son yaourt. Il aurait mangé le yaourt. Donc voilà, on va venir détricoter en fait. Et une fois qu'on a détricoté et qu'on a bien trouvé l'excuse, tu sais, je te parle toujours d'excuses millefeuilles, c'est-à-dire on enlève les feuilles une par une, une par une, une par une, et qu'on arrive vraiment au fond. On sait que là, c'est le bon... c'est pas la bonne excuse, mais c'est la bonne raison en fait. C'est ça qui fait que cette professionnelle, elle agit comme ça. Et bien là, on va pouvoir ensemble, dans un vrai échange, essayer de trouver des solutions. Par exemple, comment est-ce que vous pensez que vous pourriez réagir la prochaine fois? Parce que, par exemple, moi, je ne veux plus que les enfants soient obligés à manger, et j'aimerais que leur rythme et leur satiété naturelle, plus que leur rythme, soient respectés. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Et lui poser la question, tout simplement. Je sais pas, dans ce cas-là, je vais peut-être, je sais pas moi, essayer de lui donner seulement 2 fois la purée, et si au bout de 2 fois il dit non, je lui donne le yaourt et je réessaye la purée après, ou peu importe, des solutions, il y en a 1000 en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop donner des solutions comme ça, clés en main, parce que il y en a plein et il faut pas vouloir calquer une solution sur une problématique, parce que chaque professionnel, il y a une raison. Il y a vraiment une raison. Par exemple, ça peut être des choses bêtes, ça peut être des gens qui ont manqué de nourriture quand ils étaient enfants, qui ont été forcés à manger quand ils étaient enfants. À l'inverse, des professionnels qui vont essayer de limiter l'enfant sur des produits sucrés ou sur pas se resservir. Ça peut être des professionnels qui ont eu des problèmes de poids, ça peut être des professionnels qui font très attention à ce qu'elles mangent. Voilà, donc c'est toujours une histoire de projection de toute façon, hein. Dans la relation avec l'enfant, souvent on va projeter ce que nous, on ressent en fait. C'est un peu comme on dit souvent, j'ai froid, mets une veste. Voilà, c'est cet exemple-là. Parce que moi j'ai froid, toi tu dois avoir froid, donc tu mets une veste. Et on a du mal à faire le distinguo et individualiser en fait, non, c'est une personne à part entière et peut-être qu'il mange moins que moi, ou il mange plus que moi, ou il a moins froid que moi, ou il a plus froid que moi. Moi, ça m'arrivait beaucoup avec mon fils qui était très sensible au niveau des textures des vêtements. Ça a été vraiment, en plus, à l'époque, on habitait Dijon. Donc Dijon, pour celles qui connaissent, il fait hyper froid. Il neige même, carrément. Et il sortait en t-shirt, quoi. En t-shirt en plein hiver. Et j'ai lutté, j'ai bataillé pour qu'ils mettent des vestes, des gilets et tout. Mais en fait, ils supportaient pas les manches. Je sais pas, la sensation du tissu sur ses bras, ça le dérangeait. Depuis tout petit, quoi. Un an et demi, ça a commencé les bagarres pour s'habiller. Et j'avais tellement honte de sortir avec lui en t-shirt, parce que je me disais, les gens vont se dire,
mais elle a pas d'argent pour acheter un manteau à son fils ou quoi celle-là. Alors que non, à côté il y avait ma fille qui avait bien son manteau, son écharpe, son bonnet, tout ça. Et ben j'avais tellement honte qu'en fait je prenais le manteau que je portais en fait, parce que je savais qu'il allait pas le mettre. À force de batailler et après avoir compris, parce qu'après avec la verbalisation il m'a expliqué qu'il aimait pas, voilà, que ça le gênait, que ça le serrait, qu'il aimait pas avoir quelque chose sur ses bras, un vêtement, et le frottement ça le dérangeait. Bah, pour me rassurer à moi, et du coup pour ne plus me sentir mal par rapport à ça, je prenais le manteau que je portais sous le bras. Mais en fait, pour moi, c'est comme si ça me protégeait, entre guillemets, du regard des autres qui auraient pu se dire bah, pourquoi elle ne met pas un manteau à son enfant, il fait 0 degré, c'est n'importe quoi, voilà. Donc ça me protège. Donc voilà, chacun ses astuces, mais c'est simplement pour expliquer que bah, on a beaucoup de mal à faire le distinguo entre nos ressentis et ceux des autres. On projette souvent, et d'autant plus ceux des enfants parce que bah, ils parlent pas encore et que du coup ils savent pas encore s'exprimer. Et bah, en fait, par empathie, en fait, hein, tout simplement, on va projeter ce que nous on ressent sur eux. Donc ça peut être sur l'alimentation, ça peut être voilà, sur la sensation de chaud, de froid, enfin sur tout en fait, hein, ça concerne absolument tout. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop donner des solutions toutes faites. Il faut amener une vraie réflexion avec ton équipe, enfin avec ta professionnelle. Et ça se passe vraiment en duo, on va dire, parce que c'est un échange. Donc il faut être à l'écoute et sans jugement. Parce qu'en fait, cette professionnelle, elle n'a pas décidé de faire ça. Je veux dire, elle n'a pas décidé consciemment. Hein, c'est pas levé un matin en se disant « Ah, ben moi j'ai envie d'être une professionnelle maltraitante. À partir d'aujourd'hui, même si c'est dur, je vais forcer tous les enfants à manger. » Non, c'est qu'il y a quelque chose qui sous-tend ce comportement. Et c'est ça qu'il faut aller creuser. Et moins tu vas la juger, plus tu vas laisser de place à la vérité, en fait, pour qu'elle soit révélée. Et donc, tu vas pouvoir travailler dessus. Mais si dès qu'elle te dit bah, c'est pour ça, tu l'agresses en lui disant mais c'est n'importe quoi, bien sûr que les enfants ils ont le droit de ne pas avoir faim, vous savez que c'est une douce violence de forcer les enfants. Bah, alors là, tu as tout gagné. J'ai envie de te dire, là, la confiance zéro, l'accompagnement zéro, et en plus, bah, tu la braques en fait. Donc, c'est pas du tout. C'est pas du tout une posture de bonne manageuse comme j'essaye de t'inculquer, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'empathie, dans l'écoute et dans le gagnant-gagnant. Donc, trouver une solution pour qu'elle se sente une bonne professionnelle, c'est-à-dire que tu la fais monter en compétences et gagnant pour toi parce que bah, l'accompagnement des enfants, il est meilleur. Donc, voilà pourquoi c'est important de travailler en individuel avec tes équipes, enfin avec tes professionnels plutôt, parce que ce genre d'échange qui peut être intime, qui peut être profond, tu les auras pas en réunion. C'est impossible. Alors, elle va pouvoir se conformer et dire oui, d'accord en réunion, d'accord, à partir de maintenant, on donne tout, le repas, enfin, on met à disposition en fait simultanément tous les éléments du repas aux enfants, parce que le groupe en fait va la modeler et peut-être qu'elle va pas se sentir à l'aise pour dire bah non moi je suis pas d'accord, etc. Mais si tu vois que après la réunion et après que vous ayez décidé ça, elle continue à en faire qu'à sa tête, bah il faut creuser en individuel parce que on peut pas prendre 25 minutes pendant la réunion, mettre tout le monde de côté, avoir cet échange que avec elle. En plus, bah, c'est intime. Des fois, voilà, ça peut parler de son enfance, ça peut parler de son éducation, ça peut parler de plein de choses, de ses propres enfants aussi, ou des choses comme ça. Donc, il faut quand même un cadre de confiance. Et on ne peut pas tout traiter en micromanagement, comme ça, en section, juste en passant une phrase. Il y a des choses aussi, ton équipe, elle a besoin que tu prennes du temps pour elle. Comme un enfant, il a besoin que tu t'occupes de lui en individuel. Même si tu en as 3, 4, 5, bah, ils ont besoin chacun d'avoir un moment intime avec toi où ils sont en tête à tête et tu n'auras pas les mêmes échanges à ce moment-là. Tu vas pas faire les mêmes jeux et la relation elle sera différente. Et bah, ton équipe, c'est pareil. Et c'est comme les membres de ta famille, même pas que les enfants. Je veux dire, ou tes amis, ou quoi que ce soit. Tu peux pas toujours avoir une vision de groupe. Parce que c'est des humains individuels qui travaillent dans le même sens. Mais déjà, il faut les amener dans le même sens.
C'est pas juste un groupe et on fait que des réunions. Donc voilà pourquoi c'est vraiment très important les accompagnements individuels et il ne faut pas les craindre. Au contraire, c'est vraiment un outil facilitant, aidant. Et si tu le fais correctement, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, sans jugement, que tu es là pour accompagner la pro, pour l'écouter, tu n'es pas contre elle en fait. Tu es avec elle contre le problème. Tu es avec elle contre son idée reçue qui est fausse. Tu es avec elle contre son réflexe qui n'est pas le bon ou qui est délétère aux enfants. Donc, quand tu es dans cette posture-là, où tu n'es pas contre l'autre, mais tu te mets avec lui, vous êtes partenaire contre le problème, bah, ça ne peut que bien se passer en fait. Je vois pas comment un professionnel il peut ne pas être content que son responsable il lui accorde 30 minutes par mois pour discuter individuellement et l'aider à trouver des solutions concrètes pour devenir un meilleur professionnel. C'est pas possible. Donc saisis cette stratégie, entre guillemets, et vraiment prends ton planning et fixe-toi un créneau où tu te dis, bah voilà, alors en général c'est pendant les siestes ou voilà, c'est le moment le plus facile pour détacher une pro pendant une demi-heure et voilà. Et vraiment, fais-le. Encore une fois, ce ne sera pas juste en écoutant le podcast, tu vas dire « Ouais, c'est génial et tout, mais ouais, j'y avais pas pensé. » Alors déjà, si tu n'y avais pas pensé, c'est que tu n'as pas lu mes articles, parce que j'en parle souvent de l'entretien individuel. Mais c'est pas grave, on a tous droit au rattrapage. Néanmoins, maintenant que tu le sais, c'est bien, mais il faut le mettre en pratique. Donc à partir de là, tu vois, on va changer de mois, on va être au mois de mai. Et bien au mois de mai, tu te dis « Ok, à partir de là, je mets en place les entretiens individuels. » Donc oser dire les choses et apprendre à comment les dire en le pratiquant, bah ça on vient de le voir. Comme je t'ai dit, sois très vigilante sur ta communication, sois très vigilante sur les mots que tu emploies. Je vais te donner un exemple tout bête. Un jour, je faisais une transmission à un parent et je sais plus si c'était moi ou si j'étais témoin, mais bon, on s'en fiche. En tous les cas, ce qui a été transmis à un parent, c'est votre enfant a volé la tétine du copain. Mais c'était dit sur un ton d'humour, en fait. Et le parent, quand il a entendu le mot voler, il a dit « Quoi ? Ah là là, mon enfant, c'est un voleur ?» Alors qu'en fait, c'était vraiment un truc de shipper entre enfants, quoi. Et voilà, ça, si c'est dit d'une autre façon, donc juste le mot voler, qui a vraiment une connotation grave, c'est un délit, etc., aux yeux de la loi, enfin, tu vois, la connotation... Bah, si juste ça avait été dit « Ah, bah, votre enfant, il a été coquinou aujourd'hui parce qu'il a chippé la tétine de truc muche », ben hop, ça passe complètement différemment. Donc, c'est tout l'art de la communication, c'est de savoir les mots à employer parce que ils sont tous interprétés différemment. Déjà, même quand on essaye de transmettre des mots avec une communication, enfin, avec une connotation, neutre, bah, ça peut être interprété en face. Alors, imagine avec des mots qui sont très connotés. Donc, si tu veux avancer avec ton équipe, bah, évite d'avoir des mots qui peuvent les bloquer, qui peuvent les faire se sentir jugés. Et ça, c'est pareil, en fait. Ça va être à force de pratiquer, à force d'apprendre à verbaliser les choses que tu observes et verbaliser tes ressentis, tes sentiments, tes émotions. Ah, bah, moi, j'aime pas quand je vois ça, ça me renvoie à ça. J'aime pas quand on force un enfant à manger, j'aime pas quand on crie sur un enfant, etc. etc. Et ben, à force d'apprendre à utiliser les mots justes, ben, tu verras que tu arriveras à déverrouiller des choses dans la communication sans plus les braquer en fait. Si elles se sont braquées, dis-toi que c'est pas grave, tu vas les braquer de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Mais au moins pour les prochaines fois, tu diras « Ah, ce mot-là, pas top. Ah, cette tournure de phrase, pas terrible. » Et voilà, petit à petit, tu arriveras à affiner les choses. Enfin, la dernière chose pour que ton management soit efficace, c'est qu'il ne faut évidemment pas hésiter à féliciter tes pros quand elles font des choses, même si c'est des fois des petites choses, si elles prennent des initiatives, si elles font des choses, je sais pas moi, qu'elles font de la décoration qui est jolie, si elles ont rangé tout le placard créatif, quoi qu'elles fassent en fait, ou si tu vois même des efforts dans leur comportement, eh ben, il faut les féliciter. C'est vraiment important, ça s'appelle du renforcement positif et ça fait vraiment avancer dans le bon sens. C'est un outil de psychologie qu'il faut absolument utiliser, pas à tort et à travers, parce que sinon, à force, les compliments, ils perdent de leur valeur, mais il faut que ce soit justifié. Alors, c'est pas juste
ouais, vous êtes super, ouais, vous êtes top. Non, il faut toujours que ce soit circonstancié et qu'on explique bien pourquoi on est content ou pourquoi c'est chouette. Ah bah c'est super que vous ayez rangé le placard du matériel créatif parce que bah maintenant on sait ce qu'on a, on se repère beaucoup mieux et en plus on aura plus d'idées de quoi faire parce qu'on voit tout le matériel à disposition, par exemple. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à être précise en fait dans les compliments que tu vas faire parce qu'ils seront d'autant plus perçus comme sincères s'ils sont circonstanciés que si tu dis juste oui, oui, c'est bien, c'est bien. Bon, bah ça veut rien dire. Ou c'est beau, ou c'est. Voilà, ça veut rien dire. Mais plutôt vraiment d'aller dans le détail. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est que tu valorises tes professionnels auprès des familles. Alors, soit devant elles, soit pas devant elles. Mais voilà, que tu puisses dire de temps en temps en transmission, ou je sais pas, même pas forcément en transmission, mais quand tu croises, quand un parent passe devant le bureau avant de partir de la crèche, lui dire ah bah aujourd'hui votre enfant il s'est bien amusé avec Martine, ils ont passé un long moment tous les deux à faire ça, ils ont pris beaucoup de plaisir, puis c'est vrai que Martine elle est très patiente, donc c'est chouette parce que votre enfant il est très réceptif à ci, à ça. Enfin voilà, c'est vraiment important, ça fait partie du management. C'est autant je te dis de pas être trop bisounours, pas trop chamallow, mais en fait c'est une question de curseur et de justesse. Et quand il y a des choses qui vont pas, il faut le dire évidemment, mais quand il y a des choses qui vont bien, il faut le dire aussi. Donc je répète, pas à tout bout de champ et pas pour n'importe quoi, sinon ça perd complètement de son sens. Il faut que ça soit sincère, mais l'idée c'est quand même que les filles elles se rendent compte aussi que quand elles font des efforts, bah tu le vois. Donc voilà, à utiliser avec bonne intelligence, on va dire, mais c'est un bon outil. Et la petite touch de développement perso, comme toujours, sort vraiment de l'idée que manager, c'est d'être méchant, ou que manager, il faut être dur, ou que manager, il faut mettre un costume qui n'est pas nous, ou que manager, c'est pas pour moi, je suis pas née pour ça, je suis pas faite pour ça. Personne n'est né pour manager, enfin personne n'est né en sachant manager plutôt. C'est-à-dire que tout s'apprend, tout s'acquiert. Si tu veux vraiment développer tes compétences dans quelque chose, que tu es régulière, que tu fais les efforts et que tu mets en pratique, c'est impossible d'échouer. Donc ça veut dire que c'est tout à fait à ta portée. Je peux te dire que je me suis fait manger par une de mes équipes surtout. D'ailleurs la première, c'est la seule parce qu'elle m'a vaccinée. Mais j'étais à un niveau de chamalotitude, niveau puissance 1000. Et si j'ai réussi par la suite à manager vraiment comme j'aimais, c'est-à-dire à mener les équipes à mes objectifs en confiance et vraiment ensemble, et c'était vraiment pas du tout dans quelque chose où j'imposais, mais où plutôt on était vraiment dans une réflexion commune et où on a pu recréer du lien entre équipe et direction, etc. Et la directrice d'après, enfin même les directrices d'après ont été accueillies à bras ouverts, ou les coordinatrices d'ailleurs, sur les postes de coordinatrices, ça veut dire que c'est possible. Parce que vraiment, quand je te dis que je partais de loin, c'est que je partais de très très loin. Donc si j'ai réussi, tu peux réussir. Et en plus, on m'a très peu conseillé, j'ai dû vraiment me manger beaucoup de murs pour comprendre dans quelle direction aller. Et là, tu as ce soutien-là de la page Facebook, les podcasts, etc., ou les accompagnements. Donc, tu peux vraiment y arriver. Mais il faut vraiment que tu sortes de l'idée que pour manager, il faut être méchant. C'est pas vrai. C'est ce qu'on nous a véhiculé dans les séries, dans les films, dans peut-être les livres ou tout ça. Mais c'est faux, en fait. C'est un management, ça, c'est même pas un management, c'est du contrôle. Donc voilà, contrôler les autres par soumission, par peur, par punition. C'est pas du tout du management, ça, c'est de la manipulation. Donc c'est possible d'être un bon manager et d'avoir des valeurs humaines importantes et qu'on respecte. La seule chose en fait qui peut te faire ressentir que tu es peut-être méchante, mais c'est juste une interprétation, c'est que manager, c'est mettre les gens face à leurs manquements en fait, forcément. Et du coup, on a peur de les blesser. Comme on a dit tout à l'heure, on est beaucoup dans la projection. L'humain, il est beaucoup dans la projection. Si toi, t'aimes pas qu'on te fasse des remarques et t'aimes pas qu'on te dise « Ah bah ça va pas » et que ça te vexe,
bah forcément, tu vas projeter sur l'autre que quand on va lui dire que ça va pas, il va se vexer. Ça, c'est la première chose à conscientiser. La deuxième, c'est que c'est pas en félicitant les gens quand ils font n'importe quoi qu'on va les aider à avancer. Donc si vraiment tu es dans l'esprit de développer ton leadership du bon côté, c'est-à-dire de révéler et d'aider les filles à voir en fait le potentiel qu'elles ont en elles, parce qu'il est déjà là, et ben l'idée c'est quand même de les féliciter quand elles font des choses bien, mais aussi de leur dire quand elles font pas les choses bien. Encore une fois, on en revient aux enfants. Si quand ils font n'importe quoi, tu leur dis c'est bien, c'est super, tu les aides pas à évoluer en fait, tu les aides pas à grandir. C'est même... ouais, sur le coup, on pourrait se dire c'est gentil, mais en vérité, c'est pas leur rendre service parce qu'un jour, ils vont être dans la vraie vie et ils vont comprendre que, en fait, il y avait que toi qui acceptais tout ça. Mais leur comportement intolérable, il y a personne qui l'accepte en dehors de la sphère familiale. Donc, ça veut dire que ça va leur demander de se réadapter. Donc, c'est pas leur rendre service et c'est pas les faire évoluer. Avec tes professionnels, c'est pareil. Dis-toi que tout ce que tu leur apportes pas que là, aujourd'hui, pour ta crèche, parce que toi, t'es directrice, etc. C'est des choses qu'elles vont amener ensuite pour toutes leurs autres expériences professionnelles. Et la confiance en elles que tu leur permets de développer, elles vont même l'amener dans leur vie personnelle. Donc, c'est un très beau métier, le management. Quand il est fait avec justesse et avec humanité, c'est vraiment un très beau métier. Donc, sors vraiment de l'idée que non, mais moi, j'ai pas besoin de savoir manager parce que je suis directrice de crèche, donc c'est pas ça mon travail. Ah, mais moi, je veux pas apprendre à manager parce que je suis trop gentille ou parce que j'ai pas envie de devenir méchante ou parce que... Non, c'est pas une question de gentil ou de méchant. Au contraire, c'est le bien nourrit le mal nourrit le bien. Et combien on voit d'obèses qui, d'un coup, ont eu le déclic et se sont repris en main parce qu'une énième moquerie qui les a blessés au plus haut point, ou une énième humiliation, ou une énième douleur, et c'est là qu'ils ont eu des déclic. Donc tu comprends maintenant pourquoi on dit le mal nourrit le bien. Donc ça veut dire que oui, c'est pas agréable, c'est agréable pour personne quand on te dit que là, tu fais de la merde. C'est sûr que c'est agréable pour personne. Mais en même temps, si personne te le dit, t'évolueras jamais. Donc oui, sur le coup, ça fait mal, mais quelques temps plus tard, tu remercies cette personne en te disant, punaise, grâce à un tel, j'ai évolué, quoi. Donc, et toi, t'es là pour ça, en fait. T'es là pour les faire évoluer au plus haut point qu'elles puissent. Il n'y a pas d'ego de se dire, ouais, mais moi, je veux rester au-dessus, je veux pas qu'elles évoluent trop. Non, si leur potentiel, il est au-dessus de toi, fais-les évoluer au-dessus de toi. C'est pas grave, elles iront dans une autre crèche, elles seront responsables petite enfance, coordinatrices, peu importe, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que les gens, ils trouvent leur place et qu'ils soient bien. Parce que des gens qui sont bien, c'est des gens qui font du bon boulot. Voilà, pour tous les tips de management, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Facebook de l'école des directrices de crèche. Et en attendant, prends soin de toi et de ta crèche. Ciao, ciao!